Donc, je vois déjà une main levée, Muriel et Yves. Donc, je vous invite à brancher votre micro, Muriel et Yves, si c'était bien votre intention de me Oui, dire un oui. petit bonjour. Bon, bonsoir Bernard. Bonsoir Est-ce Yves. que c'est clair le son là? Oui, oui, C'est- c'est très clair. Ok, très bien. Merci. Alors merci encore pour cet exposé là. C'est plutôt très très inspirant et porteur. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question, Bernard. Je pense que c'est un problème un peu d'étymologie en fait de termes. J'aimerais mieux comprendre ce mot les particularités qui m'appelle notamment à la notion de l'ego, ça je peux le comprendre. Et pour essayer de comprendre ce mot particularité, du coup, je lui mets son opposition pour peut-être lui éviter la particularité. Donc, j'arrive sur généralité, globalité, mais ça ne me convient pas vraiment dans une compréhension peut-être plus Mm, juste de ce que tu veux dire. Et donc, ouais, j'aurais besoin d'éclaircissement sur ce mot particularité. ouais, Euh, très bien. voilà. D'accord, très bien. Euh, la particularité équivaut à tout ce qui est notre expérience psychique et psychologique d'être nous-mêmes. Ça équivaut à l'ego. Dans d'autres langages, on aurait pu l'appeler l'individualité, la singularité, l'être séparé. C'est tout ce qui relève à ma conscience qui a l'impression d'être à part d'autres consciences indépendantes avec un pouvoir décisionnel, avec une capacité de pouvoir porter jugement, perception sur d'autres personnes, sur autre chose. Ça, c'est la première partie dans la structure. Ça, c'est une définition de ce que c'est la particularité. Au-delà en plus de ça, je pense qu'il faut préciser que la particularité est la partie je ne veux pas être trop technique. Si l'unité est la seule chose qui soit, c'est la particularité peut être considérée comme une sorte d'extension ou un rayon du soleil, un rayon de l'unité qui a voulu avoir sa propre expérience d'exister en dehors de l'unité ou en dehors de l'ensemble. Il se dote d'une conscience à part, indépendante, qui n'est pas en réalité, parce que c'est impossible de vivre en dehors de l'unité, mais tellement il veut croire à une expérience de séparation qu'il l'auto-fabrique, cette expérience de séparation. Une fois qu'il entame ce processus, qu'il a envie de continuer dans cette démarche de séparation, cette démarche devient auto-renforçant. Il va se voir dans l'obligation de le renforcer, continuer à renforcer constamment cette expérience de séparation, puisqu'à la base, euh, il n'en est rien du tout. Il ne peut pas avoir une réelle expérience séparée. C'est comme une figure dans un rêve la nuit, un personnage dans ton rêve la nuit. Imagine que vous êtes dans un groupe de 5 personnes dans votre rêve hier soir. Chaque personne a un nom, même une personnalité. Soudain, vous vous rendez compte que c'est ce qu'on appelle un rêve éveillé, le rêve lucide, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un rêve et c'est votre rêve. Ces personnes qui sont dans votre rêve sont dans votre imagination, sont dans votre rêve endormi, dans votre esprit endormi. Donc, ils n'ont pas le moindre brin de réalité en dehors de votre propre esprit endormi. Mais là, voilà, il y a une personne, Jacques, qui vient te dire qu'il est réel, qu'il est indépendant, qu'il a une existence. Tu as essayé de lui dire, mais en fait, non, tu fais partie de mon rêve, tu n'as pas une existence réelle. Il défend avec ardeur et même avec insistance que non, il a sa propre conscience et sa propre individualité, son propre être. Peu importe ce que vous essayez de lui dire, vous n'allez pas pouvoir le convaincre qu'il n'est qu'un aspect de votre propre esprit. C'est un peu ce que nous sommes dans notre totalité de notre réalité, les 7 milliards de personnes sur Terre. Nous sommes des soi-disant
être particuliers, qui ne sont que des projections à partir d'un esprit un, d'un esprit totalement uni et unifié, dans une sorte d'élan ou folie de vouloir se séparer de sa véritable condition d'unité. J'ai utilisé cet exemple à d'autres moments. C'est un peu comme une main. Si je dessinais un petit visage sur chaque doigt et je mettais un morceau de papier comme ça devant ma main, c'est très facile de penser que chaque doigt est littéralement indépendant, peut avoir sa propre personnalité, sa propre particularité, sa propre singularité. Et chaque doigt va se défendre, pensant qu'il est réel et même en compétition avec les autres doigts. Mais vous savez bien qu'il suffit juste qu'on enlève le papier, on va comprendre que non. Il n'y avait jamais un doigt qui pouvait avoir une conscience séparée de la paume, du paume, de la paume, de la main, de la totalité de la main. Donc, tout ce temps-là qu'on était en train d'insister d'avoir une conscience séparée, une particularité, on était dans une sorte de délire, une sorte de folie de séparation ou folie de particularité. Mais peut-être j'ai déjà assez bien répondu à ta question. Alors, je vais me permettre Oui. de la poursuivre. C'est que, oui, j'entends cela. Maintenant, si je vais prendre ce que tu m'offres à propos des doigts, le petit doigt s'appelle l'auriculaire. Ensuite, nous avons l'annulaire. Alors, l'auriculaire, c'est pour mettre dans l'oreille. Je dirais, l'annulaire, c'est pour porter l'anneau et pas n'importe quel anneau. Le majeur, parce qu'il est le plus grand, et l'index pour indiquer, et le pouce, je passe, pour faire un petit geste du mot. Pour ça, pour dire que la particularité a aussi son intérêt. J'essaie de comprendre, hein, vraiment. Hein, Oui. et je pousse le bouchon de l'explication. Et il y aurait-il, du coup, une vertu de la particularité qu'il faudrait ensuite dépasser, si je puis me permettre. Et ceci, c'est pour répondre, enfin non, pas pour répondre, pour essayer moi-même de répondre à toujours la même question, mais puisque nous sommes sortis d'un aspect d'unicité, c'est toujours la même question d'origine, mais elle revient d'une façon récurrente. Hein, j'ai bien entendu dans les questions. Pourquoi sommes-nous sortis de l'unité puisque nous étions, et c'est qu'un un leurre de cette particularité, mais ce qui n'empêche pourquoi sommes-nous confrontés à ce type d'expérience, j'ai envie de dire. Et donc, je reviens à ma question, c'est puisqu'il y a un auriculaire pour l'oreille, il y a un index, etc., est-ce qu'il y a une vertu de la particularité pour revenir à une généralité, et peut-être avec une autre conscience, etc. Est-ce qu'il y a, d'accord, est-ce qu'il y a une certaine utilité dans la particularité? Est-ce que la particularité peut avoir une certaine utilité, tout comme un doigt peut avoir une certaine utilité pour la main? Oui. D'accord. J'ai deux petites réponses qui me viennent à l'esprit, mais la première petite réponse sera ce que je soupçonne un petit peu dans ta façon de vouloir chercher cette réponse. C'est une demande sous-jacente ou peut-être inconsciente. J'ai trouvé un moyen de valoriser la particularité. C'est-à-dire que je peux trouver un moyen de dire que oui, chaque particularité peut servir à un certain but. Mais ce qui m'interpelle tout d'abord, c'est ta façon de vouloir voir s'il n'y a pas quelque part une certaine valeur dans la particularité qui me fait croire que il faut peut-être adresser, il faut peut-être aussi parler de ça, de cet aspect de ce qui peut être une démarche dans ton esprit. Si ça te gêne, si ça te gênerait, si non, il n'y a absolument aucune utilité dans la particularité. Zéro utilité dans la particularité. Je ne veux pas dire qu'on ne va pas en trouver, mais si ça te gêne, la possibilité que non, la particularité ne sert à aucun but particulièrement utile, puisque à la base, la main, c'est la main et c'est la main. Ça sera difficile de dire
que de vraiment applaudir le petit doigt parce qu'il s'est gratté l'oreille et chanter les éloges de l'annulaire parce qu'il porte un anneau important. Et l'index, puisqu'il peut pointer si bien, ça n'a pas vraiment un sens, même si on peut le dire, puisqu'après tout, à la fin, c'est la main qui fait ça. C'est la main qui a ses qualités. Et en plus, les doigts sans la main ne sont rien. L'index, aussi bien qu'il puisse pointer, sans la main, il est juste un doigt par terre. Il ne sert à rien. C'est-à-dire, la particularité, c'est la partie de nous qui veut être le doigt, mais qui veut être le doigt séparé de la main. C'est le doigt qui n'aime pas le fait qu'il appartient à une main. Sinon, le doigt qui aime savoir qu'il fait partie de la main et qu'il est la main, il arrête de s'appeler doigt. Il dit non, je ne suis pas doigt, je suis main. Arrête de me regarder l'index, arrête de m'appeler index. Appelez-moi l'extension de la main. Tout comme Jésus veut nous appeler extension de l'unité, et pas Pierre, Jacques, Paul et Marie. Donc, ça, c'est juste pour parler d'un aspect de ce qui me vient à l'esprit par rapport à ta question. Pour l'autre partie, on pourrait facilement dire que oui, chacun de nous, dans notre particularité, peut avoir un rôle à servir, mais dans le but de l'unité toujours. Le rôle de l'index, c'est de pointer pour la main. Le rôle de petit doigt est de gratter une autre partie du corps pour la main. Le rôle d'Yves et de Muriel dans l'unité, c'est de communiquer le souvenir de l'unité à chacun de ces autres êtres qui se croient particuliers. Et aussi, c'est de dire, le rôle maintenant de l'index totalement réveillé, c'est de communiquer aux autres doigts qui se croient toujours tellement importants parce que l'annulaire, c'est l'annulaire, l'auriculaire, c'est l'auriculaire. Voilà, ils font une grande histoire du fait d'être auriculaire et annulaire et médiane. Ils en font, et l'index est là pour dire, ben non, attends, arrête c'est délire. Nous sommes la main ensemble. Et son rôle, c'est juste de dire aux autres d'atténuer avec cette façon de faire une trop grande histoire de leur propre personnalité, de leur propre être, de leur propre particularité, et de mettre leur particularité au service de l'unité. Ça donne un début de réflexion à ta question? Oui, alors je ne voudrais pas monopoliser aussi la parole, mais oui, ça, assurément, ça y répond. Après, dans le fond, dans mon esprit, ce que tu l'as bien souligné, c'est que je suis d'accord pour qu'effectivement, j'essaie de trouver une existence juste à la particularité, si je puis me permettre, ne serait-ce que pour venir sur l'unité. Donc oui, c'est un versant de mon esprit que je peux reconnaître, qui ne m'appartient pas, hein, qui obéit aussi à un enseignement. Comment dire, du coup, je reviens toujours à ma question, mais pourquoi y a-t-il des doigts? Alors, pour reprendre l'analogie des doigts, et pourquoi ne parlons pas toujours que de la main? Et puisqu'il y a une forme d'existence aussi de l'individu, avec cette gymnastique, j'entends bien, hein, j'aimerais parfois la regarder autrement parce que j'ai peur un peu d'oublier aussi la notion de l'expérience d'individu. C'est toujours la même question, excuse-moi, je vais revenir à pourquoi sommes-nous confrontés à la division alors que nous avons connu l'unité? Parce que c'est la question de fond, en fait, qui est toujours là. Et donc, je me dis que si cette division existe, c'est qu'elle a un rôle à jouer et ce n'est pas quelque chose de mauvais à repousser. Voilà, et je ne voudrais pas trop monopoliser et pour aller au fond de ma question. Je pense que tu as extrêmement bien défendu l'idée qu'il doit avoir une utilité dans la dualité. Tu essaies de défendre cette idée que peut-être si ça s'est fait, il y a peut-être une raison, il y a une certaine utilité que nous soyons ces individus, chacun un petit peu différent de l'autre.
je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une certaine logique. C'est surtout une logique très, très agréable, très, très plaisante. Ce n'est pas la logique d'un cours miracle. Pour la simple raison que, à la fin, il est impossible de parler d'un doigt sans parler de la main. Il est impossible, et je pense, ça semble peut-être un peu trop simpliste comme explication, comme métaphore, mais en réalité, la métaphore tient et a toute sa valeur. Parce que, mais le seul moyen que j'aurais de te convaincre, entre guillemets, je sais, j'ai pas besoin de convaincre, c'est de dire, de t'encourager à faire l'exercice de ce soir. Faire les exercices que nous avons présentés dans ces séances, faire l'expérience d'aller au-delà de l'esprit particulier pour retrouver encore et encore et encore ce domaine où on lâche prise de l'importance de la particularité d'autres personnes. On lâche prise de l'importance. Il y aura toujours des différences entre nous, mais ces différences deviennent inimportantes. On enlève l'importance de ces différences, parce que ces différences ont simplement servi le but de notre ego, de notre propre particularité, pour renforcer dans mon esprit que j'avais des différences importantes, que j'étais un individu séparé dans la dualité qui était distinguishable, qu'on pouvait distinguer d'autres individus dans la dualité, qui avaient une raison pour cela. Plus j'arrive à faire ces exercices de voir l'universel chez l'autre, l'universel, c'est toujours dans le petit esprit, nous sommes tous souffrants, dans le grand esprit, on est toujours exactement le même, dans la même paix, dans la même perfection, dans la même appartenance à cette unité. Plus j'arrive à faire ces exercices, plus j'ouvre une partie de mon esprit, et dans la sagesse disponible dans cet esprit-là, la conscience disponible dans cette partie de mon esprit, je vais soudain avoir l'expérience qu'effectivement, nous pouvons avoir 7 milliards d'apparences d'individus, mais il n'y a qu'un esprit derrière en train de les avoir, ces 7 milliards d'expériences qui semblent si différentes et si particulières. Mais c'est impossible d'avoir cette expérience tant que nous sommes dans une démarche de vouloir trouver l'utilité de l'individualité. Donc, je n'impose absolument rien sur personne. Je propose et je suggère et j'encourage simplement à faire ces exercices qui vont effectivement nous demander de donner moins d'importance à ce qui semble être le côté utile de la particularité pour révéler la présence d'autres choses. Et une fois que nous avons cette expérience d'autres choses, nous allons voir que notre propre particularité sert, et de la façon la plus bénéfique et même majestueuse, la plus gracieuse, le but de l'unité. Notre particularité sert l'unité. Mais à ce moment-là, nous ne nous voyons plus comme particuliers. C'est juste le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'esprit juste. Le grand esprit. Dans le langage du cours, ça sera le mouvement du Christ, voilà, qui est un mouvement d'unité et d'unification. Ça peut aller jusqu'à pour ce soir, Yves, par rapport à ces questions. Je vois juste que Roger a eu sa main levée depuis le moment, le pauvre. Merci. Merci bien. Merci Yves. Et si tu as une autre question par rapport à ça, peut-être tu peux le mettre dans le fil de chat et je vais essayer de répondre. OK. Merci, c'était une question très, très importante. Ouais. Merci pour la réponse. Merci Yves.